Ceci est une histoire qui revient, une histoire inédite, pas encore publiée. Un roman qui se murmure à l'oreille, lu à une seule voix. Chaque semaine, des chapitres de plus, racontés comme un roman feuilleton. Bienvenue dans l'Histoire continue. Je m'appelle Léna Paul-Le Garec et je vous raconte la toute première histoire, celle de la fille aux yeux mentalo. Chapitre 14. Je te connais, mon Adrien, n'est-ce pas? Notre affection n'a jamais eu le moindre jour corné. Je refuse de profaner notre amour. Je refuse d'écouter cette tristesse sourde qui me mâchouille les entrailles. Je refuse de me laisser submerger par le trop-plein des doutes qui m'empoisonnent. Je dois empêcher mon affliction. Il me faut trouver un placebo au spleen, un remède à la mélancolie. Avant, lorsque notre morale avait l'humeur d'un cafard, nous dansions. Adrien poussait les meubles dans un coin. Enfin, au début nous ne les poussions pas puisque nous n'en avions pas. Et le salon se transformait en piste de balle. J'enfilais une petite robe rétro, souvent un pois. Il choisissait un titre de Chuck Berry, de Little Richard ou de Jerry Lee Lewis. Dès les premières notes, il me tendait les bras, me prenait à la taille et nous swingions. On dansait et notre vie entière tournait avec nous. On dansait jusqu'au bout de nos sens, jusqu'à ce que nos pieds exigent d'arrêter. Aujourd'hui, il y a la radio. Le poste est branché en continu, de jour comme de nuit. Je m'enveloppe de sa présence de fond, des grésillements de sa fréquence, de ses ondes diffuses, de ses voix amies qui ne parlent qu'à moi. Il pourrait aussi y avoir l'association de cuisine. Je reprendrai bientôt. Je ne suis pas encore prête pour les autres. Je n'ai pas la force pour le moment. Lila le comprend bien. Et parfois c'est elle qui me dépose un petit plat. Je commence à inviter les voisines pour le café. La famille, j'y songe. Enchaîner les conversations futiles et sans bornes s'accorde à l'état de mon esprit. Elle me donne l'impression d'une pause dans ma rumination. J'engloutis les verbiages autant que les gâteaux secs. Je suis au courant de la rupture de Madame Minutel. Elle a bien fait de le quitter. Du nouveau salon de coiffure tenu par Madame Lampion, au décor rose barbe-papa, de la naissance du dernier petit-fils de Madame Quidom, un garçon le 5e encore, de l'augmentation du prix du pain, une de plus à la boulangerie de l'église, des travaux sur la place qui changent le sens de la circulation. Mais très vite, je me contente de quelques sons. Je rétorque d'un mouvement de lèvres. Un bout d'interjection et la discussion se relance. Ma tête prend l'air, mes oreilles deviennent légères. Mes absences sont toutes excusées. On me comprend, me console. On me suggère d'adopter un animal pour la compagnie et les balades. Un chien pour sortir mes humeurs enragées, pour promener ma solitude, me décentrer, chasser les inquiétudes. Si seulement je pouvais me confier, livrer ma découverte des fleurs et mes doutes, demander conseil. Impossible. Et pourtant peut-être que quelqu'un sait, forcément, quelqu'un est au courant. La personne qui dépose ses fleurs, qui les cueille avant, qui change l'eau du vase, je la croise peut-être dans le bourg, dans les allées du marché, pire, dans ma rue. Et si je la connaissais? Et si elle m'observait? Elle est là, elle me regarde, m'épie et se moque, se raille de moi. Elle doit trouver ma peine bien ridicule. Je n'ai pas osé fouiller dans tes affaires, mon Adrien. Mais me vient une idée. Convier tes amis du travail. Ce serait l'occasion de les remercier pour l'organisation de la cérémonie. Je n'aurais pas l'audace d'aborder frontalement le sujet, mais qui sait, peut-être par mégarde, sans devoir rivaliser de subterfuge, il lâcherait un détail, une info en apparence anodine, au détour d'une anecdote entre deux vers. Je ne vais pas chercher la nouvelle, on me la livre, nuance. Ainsi, je suis passée d'une écoute distraite avec les voisines, à une écoute absorbée avec tes collègues, traquant les mots et les silences, l'oreille aux aguets, à l'affût du moindre indice, sur le qui-vive des souvenirs. C'est comme ça que j'ai su, au bord de l'ivresse, pour le verre de fin de semaine, ce rituel du vendredi entre vous.
Chapitre 15. La vidéo, personne ne l'a jamais vue, même pas Minty. Un fichier soi-disant écrasé par mégarde après transmission. Ça n'a pas l'air de la contrarier. Elle doit bien exister, cette vidéo, puisque Max lui demande une pièce d'identité pour la diffusion, dit-il. C'est la loi, apparemment. Il vérifie l'état civil maintenant. C'est comme ça qu'on a su pour Jacqueline. On a d'abord cru à une blague, mais non. Max prenait tant de plaisir à la ridiculiser, il se délectait de l'humilier, de brailler fort et haut en séparant bien les syllabes. Jacqueline, en insistant bien sur chaque son, en les étirant. Jacqueline. Vous entendez ça? Ce prénom de vieille. Jacqueline. Au-delà du prénom, cette marque, gravée à l'encre rouge, est sa croix. Une carte qui pèse lourd. Ce n'est pas tant le prénom qu'elle exècre que le passé qu'il représente. Sans amour ni protection. Minty est née sous le secret, comme on dit. Formule discrète et poétique pour évoquer le renoncement. Un chuchotement de polichinelle. Personne ne sait précisément quand son cœur a commencé à battre. Combien d'heures, peut-être même de jours, avait-elle lorsqu'elle fut découverte? Minty a été retrouvée le 8 février, abandonnée le jour de la Sainte Jacqueline. Elle a échappé au pire. Elle aurait pu tomber sur la Saint Scolastique ou Procope d'Antioche. On croit souvent endurer les toccades de la destinée, oubliant que peut-être nous a-t-elle préservés du désastre. Les joues enfardées, elle essuie les vers avec vigueur. Piquée ou exaspérée, on ne le sait pas. Mais pour que ça cesse, on fait diversion. On s'est mis à réclamer une chanson. Une chanson, une chanson! Nos voix, le battement de nos pieds, le claquement de nos mains, fort, finissent par faire taire les railleries de Max, à en plaquer sa mèche désobéissante. Il part. Enfin. Il ne l'écoutera pas chantonner. I wanna be loved by you. Il ne verra pas la sensualité indécente et sans borne, la splendeur clinquante de sa tenue de pacotille, et c'est dommage pour lui. Il ne verra pas son numéro de magicienne, celui de faire naître la féerie du néant, celui de métamorphoser le bar de la rue parallèle, en centre du monde d'une vie crépitante. Mais avant de s'en aller, sans un regard, il confiera un paquet à Mike. Certains décrivent un patron affable, proche du bienfaiteur charitable. D'autres un fricoteur, voire une crapule. Qu'importe son opinion. Nous avions tous la conviction que Mike a ses humeurs, et qu'elles peuvent parfois être sombres et sales. Il se mettait rarement en colère, même lorsque les verres volaient à travers la salle. Il évitait de lever le poing. Prompt à se cramponner au zinc, il se contentait de la voix, de justesse. On se doutait bien qu'une goutte suffirait à faire dégonder sa rogne, à expulser une hargne sourde, à un trop-plein de misère. On flairait l'esprit tenu en laisse, le magma retenu de tout jaillissement. Il s'était décidément bien trouvé avec Minty. À l'intérieur du paquet, un parfum. Minty ne sentira plus Minty. Son odeur de musc blanc et de jasmin n'envahira plus le bar. Elle sentira désormais le goût de l'argent et du baratin. Chapitre 16. Le lendemain matin est pénible, pâteux, épais, pas à cause de l'enivrement de la veille, parce que je suis sonnée, étourdie par ma découverte. Pourquoi n'as-tu rien dit, mon Adrien? Pourquoi? De quoi avais-tu peur? Je ne comprends pas cette omission, ce petit secret informulé, ridicule sans gravité.
Tout le monde y passe par ce sas de dépressurisation avant d'entamer le week-end. Prendre un verre entre collègues de boulot le vendredi, rien de scandaleux. Si tu m'en avais parlé, je n'aurais rien dit. Je n'aurais pas bronché, pas tiqué. Et encore moins mis en colère, bien au contraire. Tu les méritais, ces moments de détente et de récréation. Pourquoi n'as-tu rien dit, mon Adrien, pourquoi? Sans doute est-ce pour ne pas me blesser, pour ne pas me renvoyer aux limites de la solitude d'une vie sociale plus étroite que la tienne. Sans doute. Nous étions si heureux, si heureux. Pourquoi n'as-tu rien dit, Adrien, pourquoi? Tes missions de pompier, tu refusais de me les raconter. Tu ne voulais pas que je cauchemarde. Tu disais que pour vivre heureux, il fallait se tenir éloigné des faits divers. Vivons joyeux, vivons abrités, répétais-tu. Tu ne voulais même pas que je lave tes affaires de retour d'intervention. Ce n'était pas à moi de m'occuper de tes lessives, de crainte d'y voir le sang et les souffrances, disais-tu. Et le travail, tu en parlais peu. Bon, c'est vrai, je ne te posais pas de questions non plus. Tu évoquais tes collègues, ceux que je connaissais, ceux qui venaient à notre fête d'anniversaire et les autres. Tu narrais leurs histoires de famille, leurs problèmes de santé, leurs vacances beaucoup, mais pas le travail. Je retenais quelques prénoms, glanais quelques anecdotes, rien de plus. Après le lycée, il y eut tout de suite nous, les enfants manqués et le corps fatigué. Alors je n'ai pas cherché d'emploi. Ce n'est pas que je ne voulais pas, c'est que je n'y pensais pas. J'ai laissé la vie s'écouler, je l'ai laissé m'enrober du cocon du foyer. Pas par passivité, par une forme d'évidence, venue d'on ne sait où. Et puis il y eut cette association, pas loin de la maison, l'alimentaire solidaire. Lorsque Lila est venue frapper un jour à la porte, à la recherche de bénévoles, j'ai adhéré sur le champ. Je la revois, son sourire contagieux, ses yeux d'épice et son ton résolu. Je la revois m'expliquer que non, nous ne pouvons pas laisser des gens la faim au ventre. Pas chez nous, pas ici, dans notre petite ville, qu'une fois au fourneau, une part ou deux de plus ne demande pas d'effort. J'avais beau lui dire qu'elle n'avait pas besoin d'argumenter, que j'avais déjà accepté. Bien sûr que lorsqu'il y en a pour deux, il y en a pour plus. Mais elle n'avait de cesse de ressasser qu'un repas est le premier pas vers la confiance en soi. Je cuisine pour les démunis. Je n'aime pas ce terme. Disons que je concocte des plats pour les personnes isolées, souvent des femmes, souvent âgées, ou seules avec des petits. Je songe à elles quand je choisis les menus. J'écris à la main la liste des ingrédients, le nom de la recette, et parfois un petit mot. Rien qu'un bon appétit fait plaisir. Ce que j'aime, ajouter un pot de réconfort chocolaté pour les enfants, mon petit plus. Je me sens utile. Et parfois, j'aide Lila à la distribution. Je livre directement mes mets, je vais à la rencontre d'autres vies que la mienne, je transmets et pense un peu les peines. Je maraude, comme ils disent. Je me nourris d'un regard, d'un sourire, de temps en temps d'un dessin. Et lorsque j'entends « Maman, maman, viens vite !» Il y a la dame de la pâte à tartiner. C'est le plus joli des merci. Je ne dis pas que c'est toujours simple. Parfois, lorsque je rentre, je craque et pleure. Mes larmes sont chaudes. Voir la détresse de ces gens m'envahit et me chavire. Alors je la savoure encore plus, ma chance. Mais c'est comme cela que j'ai rencontré des mamans et leurs enfants, grâce à Lila. Certes, je ne fréquente pas l'école, ne croise personne le matin ni le soir devant le portail, n'ai jamais guetté avec les autres mères derrière les grilles, ni avec les pères devant le stade. Je ne sais pas ce qu'est une maîtresse, ni une classe, ne vais ni au périscolaire, ni aux kermesses, pas exactement dans le cercle des mères. Je suis juste à côté, pas n'importe où, je suis la dame de la pâte à tartiner. J'apprécie mes jours simples, mes jours d'ennui et nos soirées de complicité. Mon métier était celui de nous aimer. Bien sûr, lorsque tes collègues ont parlé de ce rituel du vendredi, je n'ai pas relevé l'information. J'ai fait comme si je savais que j'étais au courant, sans sourciller, sans avaler de travers. Il m'était dès lors impossible de réagir, de poser la moindre question. Je ne pouvais plus demander où se situe ce bar? Comment s'appelle-t-il? Quel est ce lieu que tu fréquentes sans moi et que je ne connais pas?
Alors, j'ai remonté le fil. Je suis allée à ton travail aujourd'hui. Je crois bien que c'était la première fois, ou peut-être la seconde. Oui, il y eut ce jour où tu avais oublié tes lunettes dans la salle de bain. Tu m'avais téléphoné, tu avais une réunion, on ne pouvait pas revenir. Alors j'ai pris la voiture, même si je n'aime pas ça, et j'étais venue te les déposer à l'accueil. Je n'ai pas pu monter à ton bureau, je n'ai pas pu te voir cette fois-là. Toutes ces années, et cette partie-là de ta vie que je ne connaissais pas, ce lieu, ces murs. Je suis allée à ton travail aujourd'hui, rue Jacques Prévert. Je ne suis pas rentrée, je suis restée dehors, de l'autre côté du trottoir, immobile. Les voitures passaient, je ne bougeais pas. J'ai observé les vitres de l'immeuble, les stores, les affiches que l'on devine, les cartes postales que l'on imagine. Je me suis demandé quel était ton bureau. Où étais-tu assis? Comment était ta chaise? Y avait-il un gilet posé sur le dossier? Comment était ta lampe? Je me suis demandé ce que tu voyais par la fenêtre, si tu le partageais avec d'autres, si tu avais une photocopieuse, une bouilloire pour le café, une fontaine à eau, si tu devais te lever pour imprimer. Y avait-il une plante, une photo de nous, et qui a pris ta place? Il s'est mis à pleuvoir, ça aurait été un bon moment pour pleurer. J'étais là, les épaules défaites, les bras brimballants, les mains évanouies et l'esprit moite. Sur le trottoir d'en face de ce lieu dans lequel tu as passé tant de temps, et je me suis dit que tu avais une autre vie en dehors de moi, une existence lointaine et inconnue. Je n'avais pas de parapluie, pas de mouchoir. J'étais là, inerte, sous la pluie droite, drue, indifférente à ma propre réalité, à bout de tout, incapable de bouger, incapable de tourner le regard. Le corps enlisé, l'esprit ensablé. Malgré l'averse battante, les voitures ne ralentissaient pas. J'assistais à la scène, d'abord éclaboussée par les pieds, puis les mollets et les genoux, jusqu'à ce que la chaussée se gonfle d'eau et que les voitures jettent des herbes de déluge prêtes à m'ensevelir tout entière. Une pluie de toutes parts, de l'eau de bas en haut, de l'eau du sol aux cieux. Et mes yeux déjà creusés étaient à ce point humides que mes cils ne retenaient plus les flots. Pourtant, je ne me suis pas abritée. Il était bien trop tard pour enlever mon manteau et le mettre sur ma tête. Bien trop tard pour m'éloigner de la bordure du trottoir. Mais j'aurais pu chercher un Porsche, ou entrer quelque part, dans un hall d'immeuble ou un magasin. Je n'y ai pas pensé. J'étais stoppée net, sur place, enfoncée dans les sables mouvants de la vérité. Détrempée pour détremper, j'ai arpenté la rue, en quête de bar, les cheveux chavirés, les pieds imbibés, les vêtements plaqués à la peau, dégoulinante de tout. Des lambeaux de froid ruisselaient. Je me suis mise à trembler, les épaules grelottantes, la mâchoire tressautante. Une succession de frissons s'emparèrent de moi, du dos jusqu'aux os, inondée de chagrin, noyée d'interrogations. La pluie inlassable et cinglante, le corps rincé, le cœur essoré. J'ai compté, il y en a 2. Cela réduit le champ des possibles, à moins que vous n'alliez ailleurs dans une autre rue un peu plus loin. Je me focaliserai sur ces 2-là. Cela me semble plus logique. Et je m'étonne d'ailleurs que mon cerveau parvienne à une certaine déduction. Je n'y suis pas entrée. Pas encore. Ça viendra. Cela fait déjà beaucoup d'émotions pour aujourd'hui. Tu ne trouves pas, mon Adrien? Et l'histoire continue. Alors retrouvons-nous ici pour le prochain épisode. La suite vous attend. Et moi aussi.